débute donc par ce titre, présenter l'archive. Vous l'avez compris, c'est peut-être une manière de jouer du détournement de la locution archivée le présent, mais au-delà du jeu de mots, l'important dans les deux titres, pour moi, est que l'accent soit mis sur le verbe, hein, sur l'action d'archiver ou de présenter. On pourrait même dire l'action d'exposer l'archive. C'est le sous-titre que j'ai ajouté depuis que j'avais donné mon titre à Gina au début du semestre. Alors, il s'agira aujourd'hui de penser l'archive comme manière de faire, qui offre, disons, une conception complémentaire à une vision plus classique de l'archive, je le mets entre guillemets, là, comme un objet qui est fixe, hein, qui est un témoin de mémoire ou d'histoire, et par extension, donc aujourd'hui, de présenter des pratiques artistiques qui mettent à profit le potentiel heuristique de l'archive, c'est-à-dire son potentiel de découverte. Alors, avec Bertrand et quelques autres chercheurs, je fais partie d'un programme de recherche. En fait, on a proposé un programme de recherche au CRSH. On espère avoir l'argent à l'automne dernier. Donc, un groupe de recherche interdisciplinaire qui combine, des chercheurs en histoire de l'art, en littérature, en création sonore, en cinéma. Et le groupe de recherche de Bertrand, cette année, reçoit plusieurs de ses membres de ce groupe de recherche. Je pense que vous avez reçu Jean-François Chassé et Alexandra Semer à l'automne dernier. Il y a la présentation de Gina il y a quelques semaines. Vous allez recevoir Sophie Marcotte et Marie Fraser plus tard dans le semestre. Et bien sûr, ma présentation d'aujourd'hui va s'inscrire aussi dans ce cadre, dans cette perspective d'un vaste programme de recherche. Et le constat sur lequel s'édifie donc ce projet est que depuis la parution du livre phare de Michel Foucault, Archéologie du savoir, que vous connaissez et qui est devenu donc un emblème de la French Theory, comme disent les Américains, nous avons vu se développer un intérêt croissant pour les questions épistémologiques qui concernent la construction des savoirs, notre rapport à la connaissance et à ses modes d'organisation et de diffusion. Alors, cet intérêt récurrent, à la fois chez les théoriciens, chez les critiques et chez les artistes, a connu, nous le savons, une croissance exponentielle avec l'arrivée des plateformes numériques, des capacités de stockage et de gestion d'informations massives, et avec la pression encyclopédique que ces nouveaux outils vont générer. Alors, au point où la figure de l'archive ou ce que nous pouvons aussi comprendre comme architecture de recherche et de connaissance, ou même le mot qu'on emploie dans le cadre de nos activités de recherche, c'est environnement de recherche et de connaissance, je vous mets une brève définition ici, sont devenus des emblèmes de la réflexion et de la création contemporaine. Alors, de nombreux théoriciens et critiques ont commenté ces esthétiques de l'archive ou encore de la base de données. Je pense notamment au livre dirigé par Victoria Vesna en 2007 qui s'appelle Database Aesthetics, où Christiane Paul, la commissaire qui est responsable du volet en ligne du Whitney Museum, soulignait que l'esthétique de la base de données a joué un rôle majeur dans la création et la culture numérique. Ou encore, on pourrait citer les travaux d'une autre collègue de l'École des arts visuels et médiatiques, Anne Bénichou, qui travaille sur ce qu'elle appelle l'esthétisation du document, notamment dans son ouvrage « Ouvrir le document », ces documents qui sont aussi des œuvres qui a été publiées en 2010. Alors, ma présentation aujourd'hui va mettre l'accent sur quelques registres de l'archive dans le cadre de pratiques artistiques, donc, comme je l'ai dit, qui sont contemporaines. Archive, bien sûr, comme œuvre, comme documentation, comme trace, comme processus de création ou de recréation, comme protocole, ou comme symptômes du flux documentaire numérique. Alors, je ne vais pas reprendre systématiquement chacune de ces catégories-là pour vous donner des œuvres qui les illustrent, mais c'est plutôt des catégories qui sont pensées comme un champ théorique ou un champ sémantique. Bien sûr, elles peuvent s'additionner. Il ne s'agit pas de dire c'est cela ou ça. Ça peut être plusieurs de ces éléments à la fois. Donc, la première lunette que je vous propose pour regarder et comprendre les œuvres, c'est celle de l'œuvre comme architecture de connaissance. Alors, je vais débuter par une œuvre emblématique que plusieurs connaissent sans doute, qui est l'œuvre de Anthony Muntadas, The File Room, qui déjà en 1994
avait préfiguré les potentialités narratives de l'archive. Un paradoxe réussi pour une œuvre dont le thème central était celui de la censure, donc de l'interdit de parole. Alors, il y a deux occurrences de l'œuvre. Il y a une installation physique en galerie qui a eu une première occurrence au Chicago Cultural Center en 1994, mais qui s'est aussi promenée. Et depuis 2001, l'œuvre se déploie comme base de données évolutive et contributive sur Internet, mais elle est maintenant hors ligne. En tout cas, elle l'était avant-hier soir. Le web étant fluctuant. Mais depuis 2001. Alors là, on voit un peu l'esthétique vintage du site qui n'a pas été modifiée depuis sa création. Ce que je vais vous montrer, c'est une navigation filmée du site que nous opérons au laboratoire MT2 et qui, vous le devinez, devient de plus en plus importante comme matière de conservation des sites qui sont volatiles et qui finissent par disparaître. Alors, de File Room, parce que rien n'est éternel sur le web. Là, j'ai de la peu de misère quand il y a du texte. Ouais, voilà. Le File Room présente principalement des codes censure, je vous l'ai dit, à travers l'histoire des continents et peut être enrichi et consulté par tous. Alors, l'idée de l'œuvre étant la volonté de redonner une tribune à ces paroles oubliées, censurées car jugées dangereuses. Alors, The File Room s'offre donc comme travail de mémoire, mais elle ne donne pas un accès direct au contenu censuré. En fait, elle travaille un peu plus les métadonnées. Alors, l'archive est non pas ici un résultat qu'un processus. Elle va décrire les codes censure pour dénoncer les diverses formes de contrôle dans toutes leurs finalités religieuses, politiques, économiques. L'archive est constituante de l'œuvre et vice-versa. L'œuvre est pensée comme une base de données dans une visée documentaire et informative. Voilà donc un premier cas de figure assez classique de comprendre l'œuvre comme une architecture de connaissance. Alors, sans faire un panorama très étendu, j'ajoute que cette forme spécifique de l'œuvre comme base de données ou comme architecture de connaissance est très, très répandue dans la création web. Alors, je vais vous montrer rapidement quelques exemples, toujours à partir du principe de la navigation filmée. Mais je ne sais pas si pour le site de l'OIC, on met les présentations PowerPoint des conférences, mais éventuellement, ces liens-là seront disponibles en ligne. Alors, une œuvre de 2001, donc une œuvre qui est contemporaine à celle de Muntadas, qui était très informative, qui était très documentaire. Celle-ci est un peu plus métaphorique ou je dirais même allégorique. Alors, c'est l'œuvre, on peut les voir, ces deux œuvres-là, dans l'exposition abécédaire du web à la rubrique Documents, Excerpts from an Archive, donc Diane Achong va rassembler des photographies en pièces détachées par le biais d'archives qui sont présentées sous diverses formes, que ce soit des formes plus personnelles ou institutionnelles, des photographies anciennes, des textes, des chansons, mais aussi des registres de naissance. Alors, l'internaute va naviguer parmi les textes et les images pour relier les bribes de vie autour d'un personnage, mais c'est un jeu de chasse assez difficile et qui résiste à sa saisie globale, dans la mesure où, même si on navigue longtemps, on a la difficulté à reconstruire ces portraits-là qui, pourtant, se donnent sous le format d'une base documentaire. Alors, un jeu de découverte, je le rappelle, qui ne sera jamais abouti, où on va mêler fiction et document. Alors, l'architecture de connaissance, oui, ici, mais on est dans quelque chose de plus insaisissable, de plus fluide, de plus, comme je dis, évocateur que concret. Alors, évidemment, c'est un peu ingrat de couper les navigations filmées, mais je le fais quand même. Je reviens à mon... Alors, mon autre exemple, c'est l'œuvre de Michel Theron en 2007 qui s'appelle A20 Recall, qui est un peu différente parce qu'elle est très liée à l'actualité politique. Alors, on peut la voir à la section mémoire de l'exposition abécédaire. Et en fait, ce que Michel Theron va faire, c'est qu'elle va dresser la carte d'une mémoire collective, de la mémoire collective d'un événement marquant de l'histoire de la ville de Québec, qui était le Sommet des Amériques en 2001.
Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement-là, qui était aussi désigné comme mauvais, mais qui avait marqué à l'époque beaucoup l'imaginaire par sa nature violente et sa nature répressive. Il y avait eu beaucoup de manifestations, d'émeutes qui avaient dégénéré. Il y avait les militaires, les policiers avaient construit des murs à l'intérieur de la ville déjà emmurée de Québec. Donc, cette dimension répressive et violente est un peu la base narrative de l'œuvre de Theron, qui va, elle, travailler disons, par un processus un peu ethnographique à recueillir des témoignages et des photos de personnes qui ont vécu de près ou de loin les événements du A20. Elle a fait ça au cours d'une résidence à la Chambre Blanche de Québec, qui est un centre que vous connaissez peut-être, qui a une forte orientation pour les arts médiatiques et numériques. Donc, vous le voyez, elle utilise l'interface de Google Maps, et à cette carte, qui est la trame de base de l'image web, sont ajoutées des images, des vidéos, donc on peut entendre des extraits sonores. C'est toujours à la même chose qu'on entend hein, dans les El Pueblo Unido ne sera jamais vaincu. Bon, alors voilà. Alors, ces photos, courtes vidéos sont souvent accompagnées de textes, du moins de légendes. Les textes sont des témoignages de résidents ou de visiteurs, je vous l'ai dit, qui ont vécu les événements. Donc, collecte d'images, collecte de paroles. On est ici dans l'esprit d'une architecture de connaissances. Le site devient le lieu, la trace de la mémoire, un portrait composite, parce que c'est polyphonique, de l'événement. Alors, revenons un moment au sens premier de la notion d'archive, qui est en fait ce qui permet de conserver, de donner à voir, de consulter, d'organiser la lecture, de faire la médiation d'un fonds documentaire ou même d'organiser la pléthore des informations sur le web. Alors, dans certains cas, l'archive permet aussi, ça peut peut-être sembler une position paradoxale, de combler le vide, hein, de répondre à l'aveuglement, dans le sens de donner ou redonner à voir des choses ou des données qui sont invisibles. Alors, pour combler l'aveuglement et donner accès à des zones encore plus invisibles, un site blanc, donc c'est une œuvre du collectif à atelier de géographie parallèle, pardon. Donc, ce site propose de faire la cartographie de zones blanches, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas documentées, sur certaines cartes officielles. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est donc, on travaille à partir de la carte de Paris et de ses banlieues qui est produite par l'Institut national de l'information géographique et forestière. Alors, le collectif d'artistes Vive les navigations filmées, n'est-ce pas? Parce que toutes les œuvres, ou presque jusqu'à maintenant, n'existent plus dans leur occurrence web. Est-ce que vous voyez bien? Là, c'est un cas où on ferme la lumière. Le collectif d'artistes va proposer de combler les vides, donc, et remplir ces zones qui sont invisibles sur la carte ou qui ne sont pas documentées par petites bribes furtives, images, photos, clips de parcours et récits de l'expérience directe des lieux. Alors, ce sont des informations qui sont produites par le collectif d'artistes qui sont finalement des sujets, ils se définissent comme ça, arpenteurs, hein? Des sujets arpenteurs, donc la métaphore revendiquée par le collectif, qui vont mesurer à partir de leur propre échelle et redonner une information sur ces zones inaccessibles et qui échappent encore à l'inventaire, ou bien encore à des zones qui seraient censurées, ou encore à des zones qui résisteraient à l'archivage si une telle chose est encore pensable aujourd'hui. Alors, retour du refoulé, le site se présente ouvertement comme une base de données, une archive en ligne, des dessins GPS, des photographies, des sons, des textes, des vidéos sont les onglets que l'internaute peut consulter. Alors, le corps situé de l'arpenteur artiste répond à l'aveuglement volontaire de la machine. Il donne à voir ce que l'instrument de mesure à grande échelle va effacer. On pourrait parler
du concept de sous-veillance, hein, dans le sens premier que lui donne Steve Mann en 1998, celui d'un certain réflexionniste, c'est-à-dire une appropriation par la collectivité des technologies portatives dans le but de déjouer ou de mettre à l'épreuve la bureaucratie des dispositifs de contrôle. Et là où la caméra échoue, le dessin ou le texte prendront le relais, représentation très incarnée, très subjective. Par la main qui trace ou la voix qui raconte. Le site web devient le lieu réalisé de l'expérience et l'acte cartographique prend la forme d'un témoignage. Alors, le témoignage, au même titre que le document, porte une certaine valeur de véridicité, dirons-nous, comme il s'appuie sur une expérience antérieure dont il constitue la trace. Alors, un site blanc se revendique d'une telle visée documentaire, ce que la machine ne montre pas. Le témoignage du sujet arpenteur va le proposer en information pour compléter. On ne peut pas ne pas évoquer le témoignage sans l'évoquer sous le principe d'un générateur d'affect, d'autant que la plupart du temps, le témoignage est souvent raconté dans des circonstances difficiles, dans le trauma ou dans la violence. Ici, ce n'est pas tellement une parole de violence, c'est l'arpenteur est témoin, mais sa parole est plus poétique que traumatique. Elle donne à voir à très petite échelle celle du ressenti. Le témoignage a valeur de vérité, mais il n'est pas vérité. Enfin, tout ce que tout examen critique conduira à reconnaître qu'effectivement, les processus de fictionnalisation sont très importants au sein du témoignage. Alors, comme il ne montre rien, le blanc permet tous les possibles. Hein? Malevich l'avait déjà compris au début de la peinture moderniste. Le récit d'une expérience se substitue à la neutralité axiologique de la carte. On y privilégie une vision subjective plutôt qu'une description clinique de la réalité. Le témoignage repose aussi sur l'engagement du narrateur par la sincérité de son discours et du spectateur ou du lecteur qui cherchera à son tour à ressentir l'expérience décrite. Alors, un site blanc transforme ainsi la représentation de l'espace géographique. Il fait de la carte un lieu intersubjectif, un lieu où des points de vue, voire des sensibilités, vont se raconter et se rencontrer. Alors, donc, voilà une première manière de concevoir l'archive. Alors, une seconde lunette serait celle d'un principe de répétition, symptôme du flux documentaire numérique, et de l'épistolaire, c'est-à-dire les artistes qui vont utiliser le mail art, le Telegram, Twitter ou Vimeo. Alors, mon premier exemple est une œuvre de Paul Thayer qui s'appelle On Kawara, I'm Still Alive, qui est une adaptation transmédiatique de l'œuvre I'm Still Alive de On Kawara. Alors, Thayer se revendique de la même tradition conceptuelle que Kawara. Il va concevoir un script, un programme, mais cette fois-ci, la mise en œuvre sera déléguée à la plateforme Twitter. Alors, je rappelle pour ceux qui sont moins familiers avec l'œuvre de Kawara d'abord, c'est un artiste américain très important de la deuxième moitié du 20e siècle. C'est un artiste d'origine japonaise qui a vécu aux États-Unis, un artiste conceptuel, et que notamment une de ses œuvres pour laquelle il est parmi, disons, la plus connue, qui s'appelle I Got Up. Alors, pour ce projet-là, Kawara envoyait 2 cartes postales par jour à des collègues, à des amis, indiquant l'heure de son lever. Le dispositif, l'écriture était très simple. Il y avait l'heure du lever, il y avait l'adresse de Kawara, puis il y avait l'adresse du destinataire. Alors, il a fait certains destinataires pouvaient recevoir plusieurs cartes postales pendant plusieurs mois. C'est le cas de son galeriste allemand. Alors que d'autres ne recevoir qu'une seule carte postale. Alors, nous retrouvons ici un principe de répétition, une espèce de système de répétition, l'utilisation de moyens de communication emblématiques de chaque époque, la carte postale et le télégramme pour l'œuvre de Kawara, et Twitter pour l'œuvre cible de Thayer. Alors, pour le projet qui est cité ici,
I'm Still Alive de Kawara, l'artiste va envoyer un premier télégramme en 1969 qui va présenter un énoncé. En fait, je suis allée trop vite, mais c'est pas grave. Qui va dire I'm not going to commit suicide, don't worry. Ça, c'était le 5 décembre. Puis un second, I'm not going to commit suicide, worry, le 8 décembre. Et enfin un troisième, I'm going to sleep, forget it, le 11 décembre. Et par la suite, il envoie 900 missives à divers intervenants du monde culturel qui annoncent I'm still alive. Et là, vous voyez le télégramme qui est envoyé à Sol Lewitt le 5 février 1970, et ce, sur une période de 30 ans. Alors, Thayer va reprendre un peu cette idée de I'm Still Alive. Il est le créateur, le script opérateur de la plateforme Twitter, dont le nom complet est On Kawara en I'm Still Alive, et qui envoie donc un message Twitter tous les jours à 5 heures de l'après-midi, heure européenne, depuis 2009. J'ai pas fait tout le déroulement, mais j'ai accepté la documentation sur l'œuvre. Évidemment, le message est ici automatiquement généré par la machine, contrairement au fait que Kawara envoyait lui-même quand même la carte postale et le télégramme. Mais on pourrait encore faire une distinction entre le message tapé sur la carte postale et le message dicté pour le télégramme de Kawara, qui n'ont pas tout à fait le même degré d'investissement. On pourrait dire qu'il y a comme une dissolution de l'investissement à partir de la carte postale, le télégramme et Twitter. Et y voir une tentative de neutraliser par l'utilisation d'un langage mécanique le caractère intime de la carte postale, bien qu'elle soit donnée à lire à tous ceux qui la transportent, là on comprend. Donc, Thayer dit avoir, dans un premier temps, vérifié si Kawara lui-même utilisait Twitter. Et constatant que non, il a créé un compte avatar. Alors, le compte a eu rapidement des abonnés qui se trouvaient leurrés en partie parce qu'ils pensaient suivre, en tout cas certains pensaient suivre le compte de Kawara. Alors, Thayer va alors dévoiler le 29 avril 2009 sur Rhizome son action d'appropriation. Ah oui, je suis dans mon... son action d'appropriation, An Admission of Guilt, publiant du même coup le programme et le mot de passe de son compte pour que la communauté puisse s'approprier son action et la modifier. Bon, personne n'a modifié quoi que ce soit. On sous-estime parfois la force de résistance passive. Alors, il a retiré les informations, mais le site continue à s'autogénérer. Alors, en 2015, le compte avait 5000 abonnés, autant des institutions muséales, galéristes, acteurs de la médiation culturelle. Elle est bien sûr devenue, à la longue, par le principe de répétition, une œuvre hommage, une œuvre monument, notamment après le décès de Kawara en 2014. Alors, c'est une manière peut-être, l'artiste qui se revendique, de maintenir la mémoire vivante de Kawara. Bon, on peut quand même questionner ce choix de maintenir le compte après le décès de l'artiste, ce qui finalement alimente peut-être un fantasme d'immortalité numérique. Le réseau comme substitut du corps qui assumera la survivance de l'identité pour l'éternité, ce que critique notamment la dernière œuvre que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est produite par le collectif After Facebook. Je vous en reparlerai à la fin de la présentation. Reste que On Kawara, I'm Still Alive est une œuvre événementielle et générative qui va durer le temps que dure le script, qui doit être adapté. On ne peut pas juste lancer, il faut que Thayer fasse un certain entretien, ou encore, tout simplement, le temps que durera Twitter. Parce que, bien entendu, l'immortalité numérique demeure un fantasme et les dispositifs sont aussi confrontés à leur propre épuisement. Mais c'est aussi, On Kawara, c'est aussi une archive réflexive, dans le sens qu'elle collecte et qu'elle conserve ce qu'elle produit. C'est une archive totalement réflexive. Et dans cet esprit, on pourrait reprendre peut-être une autre question que pose notre programme de recherche, dont je vous parlais en ouverture. Peut-on encore parler d'archives lorsque l'essentiel des opérations en cause a trait à la saisie continue des contenus, le monitoring des flux, à la
canalisation des flots d'informations. Alors, évidemment, on espère avoir l'argent pour répondre à cette question dans les prochaines semaines. Alors, mon prochain exemple, c'est l'œuvre de Claire. Donc, aujourd'hui, date vidéo, qui est aussi une œuvre qui fait référence à une œuvre de Onkawara. Alors, je trouvais que la synchronicité ici était vraiment intéressante. Qui s'appelle donc aujourd'hui date vidéo, qui est en ligne depuis le 5 février 2006. Qui n'est pas en ligne. Qui est en production depuis le 5 février, donc plusieurs vidéos sont en ligne. Donc, qui est en réalisation depuis le 5 février, merci. Et qui fait référence à une autre série d'œuvres de Kawara, qui sont les date paintings. Ici, dans les deux cas, on est en plein dans la thématique archivée le présent. Donc, une œuvre évolutive, comme je disais, qui consiste, pour le projet de Claire, je vais revenir, à réaliser ou tenter de réaliser une vidéo par jour dans l'espace d'une journée. À ce jour, 2000 vidéos, près de 2000 vidéos ont été réalisées. Ouais. Donc, c'est une contrainte en écho à celle de Kawara, qui, lui, se donnait comme contrainte de réaliser une peinture par jour, donc today, et qui consistait essentiellement en la monstration de la date. Donc, entre le 4 janvier 1966 et le 12 janvier 2013, il en a fait 3000. Et pour certaines œuvres, là, ma documentation est mauvaise, je suis désolée, mais il y avait certaines boîtes qui étaient associées à la peinture qui présentaient des coupures de journaux du jour ou du lieu où l'artiste se trouvait au moment de sa réalisation. Et j'anticipais peut-être la question de Bertrand sur le 11 septembre 2001, mais la date la plus voisine que j'ai trouvée, c'est le 13 septembre 2001. Alors, encore ici, les deux œuvres observent ce principe de répétition, un système de répétition, la publication régulière, la persistance et le déploiement dans le temps sur une longue période. Alors, il y a pour les deux projets à la fois une forte dimension conceptuelle du travail, mais au-delà aussi, il y a la maîtrise d'un savoir-faire, un grand souci dans la réalisation des œuvres, que ce soit pour les peintures que pour les vidéos, une manière de faire, un savoir-faire, je ne veux pas dire le mot craft, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit, individuel, des processus d'édition. Les œuvres ne sont pas considérées comme des matériaux bruts. Alors, il y a différentes manières de présenter le projet de Claire. Au début, les vidéos étaient présentées en boucle sur le site web de l'artiste. Par la suite, il y a des albums que vous avez vus qui sont publiés sur Vimeo, ou encore il y a des programmations qui sont faites par des commissaires dans le cadre d'événements. Et là, je voudrais vous montrer un extrait de 9 minutes qui est réalisé. Et là, j'espère que que ça marchait bien dans mon bureau ce matin. Je ne vois pas pourquoi ça ne marchait pas ici. Donc, qui était dans le cadre de la participation au volet québécois 50 ans de l'art vidéo, qui est donc commissarié par Claude Lévesque et Francis Claudie Lévesque, c'est ça, Claudie Lévesque et Fabrice Montal. Et donc, c'est un extrait de...
et gardez-la. Respirez normalement. Je pense que ça s'en vient d'ailleurs. Bon, c'est un peu ingrat de montrer 9 minutes hein, sur Ben oui. 17 ans, mais, C'est pas l'occasion. mais bon, il y a quand même une. Est-ce que je peux. Moi, je reprendrai un petit peu de lumière pour mon papier. Mais je pense que vous avez ici on va y revenir, là, un éventail de stratégies. Alors, donc, ça, c'est une programmation, comme je vous ai dit, qui a été faite dans le cadre d'un festival. Alors, l'œuvre aussi a été présentée comme installation. Alors, je vous montre trois exemples. Donc, ici, c'est à la galerie SBC dans le cadre du mois de la photo 2011, où il y avait une projection d'une durée de 5 heures, mais il y avait aussi, dans une salle et dans une autre partie, il y avait une installation de 68 calendriers. Je vous dis que chez SBC, c'était Anne-Marie Ninax qui était la commissaire. Donc, des images qui étaient tirées des bandes vidéo réalisées de 2006 à 2011. Donc, ça vous donne une image du volume de l'installation. Une occurrence en 2007 à Vox. Cette fois-ci, c'est Marie-Josée Jean qui est commissaire. Où la stratégie est un peu différente. Ce sont des petits postes d'écoute individuels. Voilà. Et un troisième exemple qui était présenté en Belgique et qui présentait une combinaison de vidéos qui avaient déjà été réalisées à l'avance, donc 6 vidéos qui étaient réalisées antérieurement à l'exposition et 6 sur place, donc lors de la résidence de l'artiste. Alors, dans la première phrase du projet, il y avait un lien avec la pratique épistolaire dans la mesure où, tu me corrigeras, Claire, si je fais erreur, il y avait des vidéos qui étaient envoyées à des correspondants précis. Mais très vite, la diffusion se fait à partir du site web en boucle.
Donc, un épistolaire qui devient numérique. Les vidéos étaient donc présentées ou déposées, comme on le verra tout à l'heure, là, sur la plateforme Vimeo. Alors, Claire explique que sa motivation de départ était de déjouer, comme artiste, ses habitudes de création. Elle devait alors créer avec une contrainte très forte. La première, réaliser au cours d'une journée une vidéo. Et la seconde, adopter une forme brève entre 4 secondes et 4 minutes. Alors, livrer une vidéo par jour, c'est lourd, c'est très lourd à la longue. Alors, la contrainte qui va persister sera de tenter de réaliser et de publier presque tous les jours, mais de toujours associer le matériel collecté dans une journée, qu'il soit sonore, visuel ou vidéo, à la vidéo de ce jour-là. Même si le montage se fait par la suite. Alors que Kawara, lui, il était plus radical. La peinture qui n'était pas terminée dans la journée même était rejetée. Mais on comprend que les formes ne sont pas les mêmes non plus. Hein. Alors, des micro-contraintes se sont ajoutées ponctuelles sur 11 ans. Par exemple, travailler exclusivement le noir et blanc, écrire au-dessus, utilisation du plan séquence, présence ou non d'une dimension sonore. Et quand la micro-contrainte atteint un niveau d'obsolescence ou ne semble plus avoir sa raison d'être, alors l'artiste passe à autre chose. Alors, l'autre contrainte de ce moment-là, c'était de travailler avec la langue d'usage sur place. Archives quotidiennes. Hydro-Québec a acheté toute l'année 2010 et il a présenté les vidéos en boucle sur un moniteur dédié pendant plusieurs mois. En 2016, il y a eu une vidéo par jour, même si elles ne sont pas toutes publiées. Donc, tu as réussi à faire le 365. Il me semble important aussi de préciser, mais vous l'avez sûrement ressenti au visionnement de l'extrait, que l'enchaînement image, texte et son n'est pas pensé dans un rapport d'illustration ou dans un rapport d'information. Ce sont des couches de sens qui vont se superposer pour rester, dit Claire, vigilante aux multiples possibles que ces expériences du quotidien vont amener. Et en ce sens-là, je trouve que la séquence avec le chien est très révélatrice de s'ouvrir aux possibles des petits moments esthétiques et poétiques du quotidien. Donc, on n'est pas dans une optique documentaire, bien que le fait d'établir des repères dans le temps sur une si longue période, on parle d'un projet qui dure depuis 11 ans, induise nécessairement des associations avec des éléments biographiques ou des événements précis. Autant pour l'artiste que pour le spectateur, l'œuvre va construire un agenda. Et comme spectateur, nous pouvons aussi nous projeter dans ces dates qui nous sont montrées. Donc, date vidéo, comme chez Kawara, on retrouve une compulsivité de répétition. Alors, je ne suis pas gênée de le dire, puisque l'expression n'est pas de moi, elle est de Marie-Josée Jean. Donc, compulsivité de répétition, une obsession, voire une résistance. Et résistance dans le sens que c'est pas banal, là, il faut le dire, que le projet va forcer l'artiste à faire de l'art tous les jours. Alors, qu'on soit prof d'université ou non, faire de l'art tous les jours pour un artiste, c'est pas si facile que ça. J'en vois tout le monde qui est en création faire des petits oui-oui dans la salle. Donc, une force de résistance, hein, finalement, à faire que la pratique de l'art devienne une manière de vivre. Alors, collecte de faits, de pensées, de songes, écrit Marie-Josée Jean dans un texte qui s'appelle « Quelques réflexions à propos de sa manière de travailler ». Observation, citation, incertitude, souvenir, son, image. Alors, et le texte, le catalogue s'appelle « Je te dis que je suis incapable de clore l'exercice ». Et une question qu'on pose à Claire, et je l'ai moi-même fait, bien entendu, en préparation de cette présentation d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va y avoir une fin de la séquence et quand cette fin arrivera-t-elle? Alors voilà la réponse que j'ai reçue le 8 février.
qui est formidable avec les psychologues numériques, c'est qu'on peut penser que chaque réponse est pour soi-même. Hein? Alors, c'est ce que j'ai compris, moi, de cette vidéo-là. Va-t-elle finir? Hein? Quand finir? Peut-être que vous lui reposerez la question à la fin de la discussion. Une fin planifiée ou non? Une date anniversaire? Après 3000, comme pour Kawara, ou encore une fin subite qui n'est pas justifiée, ça s'arrête tout d'un coup. Alors, on peut aussi comprendre, bien sûr, l'œuvre comme une archive subjective, une archive subjectivée. Encore ici, je répète que ça cadre parfaitement avec le thème du séminaire de Bertrand, le quotidien et ses tentatives d'épuisement, archiver le présent. Une archive devenue une manière de vivre, l'art devenu rituel contamine le quotidien. Il forcera l'artiste à penser les activités par date et par heure. Alors, ma troisième lunette, c'est celui des environnements de recherche et de création. Alors, j'ai un peu tourné, encore ici, la formule pour mettre l'accent sur l'archive comme processus de création et de recréation en vous présentant une archive de la danse qui est réalisée par un autre collègue de l'École des arts visuels et médiatiques, qui est Mario Côté. Donc, son projet Arc Danse, comme étude de cas et de base de discussion pour un peu penser l'archive comme protocole de création, mais aussi de recréation. Alors, dans son projet, Mario Côté a travaillé à la recréation d'œuvres chorégraphiques emblématiques de la danse moderne québécoise, notamment celle des artistes François Sullivan et Jeanne Renaud, en collaboration avec les deux chorégraphes qui étaient d'ailleurs, il faut le dire, à l'époque assez disons-le poliment vieillissantes. Donc, il y avait une urgence de documenter cette période pionnière, mais aussi avec des interprètes, notamment Louise Bédard et Ginette Boutin, et une équipe de chercheurs-créateurs autour de ce projet, donc, Arc Danse. Alors, je vais débuter, et là, je m'excuse auprès de mes étudiants de mon séminaire qui ont déjà vu la vidéo didacticielle de 6 minutes, parce que je ne savais pas comment résumer l'archive brute puis l'archive publique. Donc, j'espère que dans l'exercice de répétition, vous trouverez du nouveau contenu. Donc, je vais montrer la vidéo didacticielle qui présente l'enjeu, puis après, on discutera du projet plus en détail. Donc, ça dure 5 minutes 45 secondes. Alors, ce projet, pour moi, me semble intéressant parce qu'il permet de penser des formes d'archivage qui sont plus vivantes par rapport au modèle plus inerte de l'archive plus dite classique. Donc, l'œuvre source ici, qui sont les œuvres de Sullivan et Renaud, deviennent des archives pour une œuvre seconde, laquelle ne se présente pas comme un substitut de la première. C'est une recréation, c'est une réinterprétation, c'est une chorégraphie, dit Mario Côté, conçue pour la caméra, car l'artiste est notamment vidéaste. Je dis notamment parce qu'il est un artiste multidisciplinaire, il travaille la peinture, le texte et le son. Alors, la question de la gestion de l'archive, c'est un enjeu méthodologique fondamental dans les démarches de recherche-création. Quoi garder? Hein, je ne vous apprends rien, ceux qui sont en recherche-création. Comment classer, comment indexer, comment présenter, comment témoigner du processus. C'est une question aussi, bien sûr, pour les chercheurs. Surtout quand on travaille des formes artistiques où l'expérience subjective du spectateur est importante. Alors, dans son texte « Tant de l'histoire et tant uchronique, penser autrement la mémoire et l'oubli », Edmond Couchot expose les défis de la conservation de ces arts numériques dits interactifs, lequel serait de capter une certaine volatilité, c'est le mot qu'il emploie, capter du moins la singularité d'une expérience pour en garder une trace vivante. Alors, il va déplorer le fait que trop souvent, l'archive se trouve pensée comme selon un modèle, qui est le modèle du disque dur, hein, le modèle qui va fixer l'identité matérielle de l'œuvre et qui va représenter toujours un passé accompli qu'on pourra faire rejouer, mais qui ne sera jamais un présent qui va se réitérer. Alors, il suggère, lui, dit-il, de s'inspirer d'autres modèles qui seraient plus organiques, qui seraient plus près, par exemple, des processus de la mémoire vivante. Alors, c'est une bonne idée. On ne peut qu'adhérer à ça, mais qui demeure complexe et, à mon avis, elle est loin d'être évidente. Et on doit dire que nous-mêmes, au NT2, on fonctionne encore avec ce principe du disque dur, de l'archivage de navigation filmée. Mais je pense que cet exemple de Arc Danse peut donner des éléments de réponse à la proposition de Couchot.
Alors, donc, il y a deux volets, vous l'avez vu, l'archive brute et l'archive publique. L'archive brute est associée au moment de recherche-création, donc une collection de documents, des objets médiatiques répartis par des étapes pré-production, production, post-production. Une archive subjective, dit l'artiste, parce que l'archive brute, son but n'est pas tant d'archiver, mais de créer, donc de construire un matériau pour l'atelier, un matériau malléable, une archive qui est considérée non pas dans son volet de conservation, mais comme potentialité. Alors, dans sa thèse de doctorat en muséologie, médiation et patrimoine, Stéphane Bélin a fait une étude de cas très, très intéressante du projet Arc-Danse de Mario Côté. Il a fait aussi une étude de cas très intéressante du laboratoire MT2, mais je vous parle plutôt du projet, de sa conclusion sur le projet de Mario Côté. Il dit, dans l'archive, il est possible de distinguer deux types de documents. Les documents historiques liés aux œuvres chorégraphiques recréées et, d'autre part, des documents plus récents relatifs aux œuvres de recréation, c'est-à-dire aux films qui sont produits par Mario Côté. Donc, d'un côté, le processus de recréation va redonner vie à des œuvres éphémères historiques en s'appuyant sur des traces documentaires, et de l'autre, il en produit de nouvelles qui témoignent de leur propre mise en œuvre. Alors, ces deux types de documents se rejoignent dans la constitution d'une mémoire vivante. C'est l'image que Bélin va employer, une mémoire vivante de la danse. Donc, concept d'archive vivante qui peut être réinterrogé dans le but de déboucher sur des reprises, des actes de substitution, de recréation, de création d'œuvres originales. Et rien n'empêcherait même de penser le système comme l'œuvre de Mario Côté, comme l'archive actuelle de la création de Sullivan et de Renaud. Ça marche des deux côtés. Alors, dans cette logique, on peut aussi penser que l'archive devient matière pour sa remise en acte, ce qu'on appelle couramment dans les théories de la performance le reenactment, où ces questions de reperformance sont aussi d'une grande actualité pour redonner accès à des œuvres emblématiques de l'histoire des arts du spectacle vivant pour les générations qui n'y ont pas eu accès. Et surtout, aller au-delà de la trace fixe, figée, dans un certain sens, comme disait Couchot, du document photographique filmique qui est un document terminal, pour penser une malléabilité de l'archive, pour penser l'archive comme matériau de création. Alors, mon dernier modèle, puisqu'on arrive à 1 heure, j'avais dit qu'on ferait à peu près 1h10, c'est bon ça? Donc, c'est le modèle du glanage. Alors, on terminera par la métaphore agricole. Alors, plusieurs artistes actuellement travaillent à une esthétique de ce que j'appelle le glanage, c'est-à-dire une mise en scène ou une remise en scène d'éléments tirés d'informations web, que ce soit des artistes du flux, comme Rénal Drouin ou Grégory Chatonsky, dont les œuvres vont s'alimenter des sites de partage de données. Alors, on détourne ici le flux d'informations. Vous comprenez peut-être le principe diffusé par des systèmes de documentation en direct du présent. Alors, je suis totalement consciente que ma phrase est très pléonastique, là, documentation en direct du présent. Mais on est dans ce beau paradoxe-là. Alors, en ligne depuis 2009, l'œuvre de John Rothman, Nine Eyes, va collectionner des photos spectaculaires, étranges et déconcertantes qui sont tirées de Google Street View. Alors, c'est une autre utilisation de la carte géographique aujourd'hui, mais d'une autre manière. Alors, les Nine Eyes, ça fait référence aux 9 caméras originellement prévues pour la capture d'images en 360 degrés. Alors, c'est une esthétique de la reprise et du collage. L'artiste intervient principalement par sélection et montage. Il ne va pas modifier les captures d'écran, mais il va les assembler. Le projet s'est arrêté en 2013. Hein? On a découvert ça dans mon séminaire. 2013? Oui, 2013. Oui. On s'en rappelle pas. Donc, c'est un flux infini de captures d'écran tirées de Google Street View. Peut-être, Bertrand, vous avez présenté ce projet-là avec ses travaux sur Google pour des étudiants de son séminaire. Mais en tout cas. Bon, alors, donc, des photos qui sont banales ou d'autres qui sont plus surprenantes, générées par l'accident ou l'extraordinaire qui surgit là où on ne l'attend pas. Et c'est cet extraordinaire, à mon avis, qui est donné à voir, qui fait l'intérêt du projet. Une femme qui est
assise, la voilà au milieu de la route, le braquage d'un commerce, un personnage dédoublé par un arrêt de caméra, un accident donc médiatique, un policier qui va tenir en joue un suspect couché dans une boîte de camionnette, une voiture plantée à la verticale dans un champ. Donc, tout ce que ces caméras de surveillance continue du quotidien vont pouvoir nous montrer et qui est extrait par Raffman. Alors, ces images témoignent d'un réel qui demeure dans l'ordre du possible, bien sûr, mais parfois il surprend, et c'est là toute la force éditoriale, je pense, du projet, la puissance documentaire de la photographie qui raconte un quotidien dissonant, mais réaliste. Nine Nines nous donne à voir ce qu'on ne voit pas toujours dans le quotidien, mais qui appartient à ce quotidien. Et Raffman retient bien, à mon avis, la leçon de Merleau-Ponty, rappelant que le rôle de l'art est de rompre l'adhérence courante à l'enveloppe des choses. Il réussit à ajouter une dimension poétique au système de surveillance qui nous fera voir ce monde autrement, du moins pour le temps d'une capture d'écran. Alors, je vais terminer par ma dernière œuvre qui est produite donc par le collectif After Facebook, qui est un autre exemple du travail de collecte à partir du flux des données publiées ici sur le site éponyme de Facebook. Alors, les artistes qui participent à ce projet vont parcourir les pages du réseau social afin de faire une sélection, une documentation, par exemple, sur un thème donné. Hein? De la même manière que Raffman proposait de revoir un peu la pratique de la photographie de rue à l'ère d'Internet. Qu'est-ce que devient la photographie de rue? C'est une photographie qui est prise à partir de Google Street View. After Facebook va collectionner des images photographiques vernaculaires et par conséquent va mettre en pratique une transformation réflexionniste, on revient à la notion de Steve Mann, de la photographie, sa démocratisation, sa valeur participative au sein des réseaux sociaux. Alors pour le mois de la photo 2015, ce projet-là a été présenté au musée McCord sous forme installative, ça s'appelait « À la douce mémoire » et la thématique proposait une analyse de la gestion du deuil dans les réseaux sociaux. Alors, je vous mets un peu en contexte en citant le musée. Nous accumulons une foule de détails de notre vie dans les réseaux sociaux et il y a lieu de se demander ce qu'il adviendra après notre mort de cette énorme quantité de données personnelles stockées sur de puissants serveurs. Alors, ces questions qui suscitent bien sûr toutes sortes de considérations juridiques et morales, mais aussi l'enjeu fondamental de la préservation des comptes de personnes décédées. Facebook, par exemple, qui ne permet pas de supprimer ces comptes, mais seulement de les convertir en comptes commémoratifs. Alors, ça signifie ici qu'une identité peut survivre ou pourrait survivre au-delà de la disparition de son corps, cette âme virtuelle qui suggère la possibilité d'une existence ou d'une immortalité au sein des réseaux numériques. Alors, des milliers de photos sont tirées des pages commémoratives. Je vais vous montrer un peu. Ça, c'était des captures d'écran qui étaient montrées au musée, mais je vais vous montrer le site du collectif. Donc, ils vont reprendre des images. Bon, ça, c'est plus le dispositif funéraire métaphorique de la machine, mais les captures d'écran, elles sont tirées des photos qui sont prises lors des funérailles, des salons mortuaires, autant que des images à la mémoire des défunts, autrement dit, des restes symboliques qui permettent de rester en contact, peut-être, avec l'usager dans l'au-delà. Alors, les images de Facebook sont présentées ici dans une perspective ethnographique. Elles sont des traces réflexives des populations qui vont les produire. La manœuvre ou la collecte sera d'assembler, donc c'est une action qui est déterminante, et c'est pour cette raison que je pense que l'image du glaneur est parlante. Autant pour After Facebook que pour Raffman, il s'agit de travailler relativement à petite échelle, de ramasser des restes, de recueillir des bribes pour en réorganiser la lecture, opérer donc, je le répète, dans une relativement petite échelle, plutôt que de penser cette grosse machine de la moissonneuse, qui est une autre métaphore qu'on utilise souvent pour décrire cette esthétique du flux. Voilà, il est 10h50. Je vais m'arrêter, comme je vous l'ai dit, sur cette métaphore agricole et je vous remercie beaucoup de votre attention.